Bonjour, bienvenue à la prépa ISP, préparation des concours de police, plus spécifiquement le concours d'officier de police. La vidéo que je vais vous présenter est une correction de l'épreuve de questions-réponses courtes de QRC en connaissance générale posée au concours de 2023. Alors, ce sujet comportait 3 questions à traiter en 1 heure. Je ne reviens pas sur le fait que c'est une épreuve qui nécessite un certain entraînement. 3 questions en 1 heure qui pourraient être quasiment des questions de mini-dissertation nécessitent en effet de mobiliser un ensemble de connaissances importantes dans un délai court. Il y avait 3 questions. La première portait donc sur la lutte contre la radicalisation et la propagande terroriste dans l'espace numérique, question notée sur 7 points. La deuxième question portait sur les pouvoirs exceptionnels du président de la République, leurs conditions de mise en œuvre, leurs limites et leur contrôle, également sur 7 points. Et enfin, une troisième question sur les symboles associés à l'Union européenne sur 6 points. Alors déjà, d'emblée, on notera que ces 3 sujets sont conformes au programme. Des questions sur l'organisation de la police en général, c'était la première question, qui renvoyait notamment à un organisme sur lequel nous reviendrons. La deuxième question, une question institutionnelle. Et la troisième question est une question qui était liée plus spécifiquement au sujet européen également, donc sous un angle institutionnel. Alors, si je commence tout de suite par la lutte contre la radicalisation et la propagande terroriste dans l'espace numérique, c'est donc une question d'actualité, et je pense que même si le temps est court, il est toujours bon d'essayer de montrer l'actualité du sujet et de faire une référence. En l'espèce, on peut penser aux attentats de Christchurch, perpétrés en Nouvelle-Zélande en mars 2019, et celui du professeur Samuel Paty, qui a été assassiné en France en octobre 2020, et qui a été marqué par la diffusion virale de contenus illicites, car consistant en de la propagande à caractère terroriste. Donc l'idée que la radicalisation s'opère par Internet et qu'un certain nombre de contenus, leur diffusion y participe, a été une des motivations majeures de la mise en place d'un régime juridique et qui a été renforcé récemment. Très classiquement, ce type de sujet, je vous propose déjà de présenter les différentes procédures, de voir ensuite qu'elles vont impliquer un certain nombre d'acteurs et ensuite de voir les mesures les plus récentes, en d'autres termes, une mesure qui date de 2022. Très souvent, les sujets sont liés à une actualité récente, ce que nous pourrons voir. Alors, vous allez me dire d'emblée que c'est un sujet juridique. Oui, c'est un sujet juridique. Les contenus, les présentations que je vous donnerai seront juridiques. Si vous avez des questions juridiques, évidemment, vous ne vous en privez pas. Ça vous permet d'avoir une copie plus précise. Vous verrez toutefois dans ce corrigé tel que je vous le donne, je ne donne pas le nom de la loi. Je vous donne sa date. Si vous connaissez déjà son année, c'est un bon point. Il est évident que sur une question aussi institutionnelle renvoyant aux compétences de la police, on a une organisation peut-être pas tant juridique, en tout cas qu'institutionnelle. Venons déjà aux procédures. La loi du 13 novembre 2014 a prévu 2 mesures. C'est le blocage et d'autre part, c'est le déréférencement. Le blocage, ça veut dire que des sites internet qui vont faire l'apologie du terrorisme, la loi dit publiquement l'apologie du terrorisme, c'est normal pour un site internet qui agisse publiquement ou qui provoque directement, le mot directement a son importance, pour éviter, dans le cas d'une incitation indirecte, ces sites peuvent être bloqués. Mais il y a également la possibilité de demander aux différents acteurs de l'Internet, les éditeurs, les hébergeurs, mais aussi les moteurs de recherche, de retirer les contenus faisant l'apologie du terrorisme ou y provoquant. On notera bien que je vous ai parlé de retrait de contenu, c'est un déréférencement quand c'est un hébergeur qui procède, quand c'est un moteur de recherche qui procède, c'est un déréférencement, quand ce sont les hébergeurs des sites internet ou ceux qui les éditent, ça s'appelle un retrait de contenu. Non seulement, évidemment, il faut que ces mesures soient prévues, mais il faut également qu'elles soient sanctionnées en cas de non-respect. C'est classiquement, toute mesure dont le non-respect n'entraîne pas la sanction serait une mesure inefficace. Le régime pénal de droit commun en cas d'apologie de terrorisme ou de provocation directe au terrorisme est de 5 ans d'emprisonnement et de 75 000 € d'amende. S'agissant des mesures qui vont utiliser un service de communication en ligne, au public en ligne, les peines sont portées à 7 ans d'emprisonnement et 100 000 € d'amende. Disposition qui figure à l'article 421-2-5 du Code pénal. Là encore, vous n'êtes pas obligé de citer le Code pénal, mais il est évident que si vous le citez, vous passez un concours où le but est d'être meilleur que les autres candidats, bien sûr, vous le donnerez.
On notera aussi que pour agir plus vite, le juge judiciaire peut agir en référé en cas de trouble manifestement illicite, grave, et en tout cas une illicité qui ne fait pas de doute. Donc voilà les mesures telles qu'elles existaient. Les acteurs de la procédure sont d'une part un acteur administratif, un acteur qui va prononcer les injonctions de retrait ou de blocage, et d'autre part un acteur qui, lui, va vérifier, une autorité indépendante, du respect de la loi et notamment des droits des personnes mises en cause. S'agissant des injonctions de retrait et de blocage, elles sont prononcées par l'Office central de lutte contre la criminalité liée aux technologies de l'information et de la communication. C'est un organisme qui n'est pas propre à la lutte contre le terrorisme, puisque plus généralement, il s'assure du respect des mesures dans le domaine numérique. Si vous devez retenir son nom, Office central, on le trouve dans d'autres domaines. Lutte contre la criminalité liée aux technologies de l'information et de la communication. Technologies liées à l'information et de la communication, ce sont les TIC. Et vous noterez criminalité liée aux technologies. Donc, criminalité liée aux technologies, c'est CL. Oui, c'est criminalité liée aux technologies, c'est criminalité liée technologie. Alors, cet organisme est une composante de la direction centrale de la police judiciaire. Le deuxième acteur dont je vous parlais, c'est l'ARCOM. L'ARCOM a remplacé l'autorité de régulation des communications numériques, audiovisuelles numériques, a remplacé le CSA, le Conseil supérieur de l'audiovisuel. C'est lui, par exemple, c'est l'ARCOM, cette autorité qui, par exemple, va pouvoir saisir le juge administratif. Il semble utile dans ce type de sujet, surtout si vous le savez, de pouvoir donner quelques éléments de contenu. Déjà sur la procédure. C'est une procédure sous 24 heures. Non-retrait des contenus illicites sous 24 heures. On verra que c'est une importance puisque les nouvelles mesures prévoient un retrait sous 1 heure. En cas de non-retrait des contenus, donc on peut passer à la procédure suivante, qui est le blocage ou le déréférencement. Donc déréférencement, c'est une absence de présentation sur le moteur de recherche. Quelques données statistiques, l'OCL CETIC, en 2021, a été saisi de 14 888 demandes de retrait. Il y a eu une très forte augmentation, mais qui est liée aussi à un contexte. Les années antérieures, on était plutôt à la moitié ou au tiers de ces données. Elle a notifié 19 blocages et procédé à 1651 déréférencements. Les procédures ont été renforcées récemment. D'une part, cela tient au fait que les plateformes, ça peut être Google, Facebook, YouTube, Twitter, vous pouvez bien sûr les citer, ont pris des initiatives pour s'engager à lutter contre la diffusion de contenus terroristes, pas seulement, on le trouve aussi en matière de pornographie, de pédopornographie, mais aussi à mettre en œuvre les moyens technologiques et humains adéquats. C'est la loi du 24 août 2021 qui les a obligés à avoir une obligation de moyens, c'est-à-dire de développer les ressources nécessaires. La grande évolution et celle qu'on attendait dans ce type de copie, c'était une loi de 2022, la loi du 16 août 2022, qui est une loi qui porte adaptation au droit de l'Union européenne, les diverses mesures d'adaptation au droit communautaire, qui prévoit une nouvelle procédure d'injonction et de retrait dans l'heure des contenus terroristes sur Internet. Pourquoi dans l'heure? C'était justement suite à un certain nombre de diffusions de contenus viraux, je pense à l'assassinat du professeur Samuel Paty. En cas de non-respect de ces dispositions, les hébergeurs encourent des sanctions pénales qui sont alourdies, 1 an de prison et 250 000 € d'amende, ainsi que des sanctions administratives. Ces sanctions, qu'elles soient pénales ou administratives, peuvent aller jusqu'à 4% du chiffre d'affaires mondial. Toutefois, on est dans un état de droit, des garanties sont offertes aux personnes en cause, avec la possibilité pour elles d'agir par référé et d'agir dans un délai de préavis de 12 heures avant la première injonction de 24 heures. Ça, c'est par rapport à la mesure, non pas l'heure qu'on avait parlé, mais la mesure de 24 heures. En cas de première injonction sur un contenu illicite, il y a un certain délai pour se mettre en conformité. Voilà qu'était le premier sujet qui, clairement, pour des candidats qui passent des concours de la police, on attend une certaine connaissance du dossier. Je dirais que c'est un sujet difficile parce qu'il nécessitait à la fois de connaître des éléments récents et d'avoir en plus les éléments antérieurs puisque les procédures s'ajoutent. La procédure de déréférencement dans l'heure, de retrait dans l'heure des contenus, elle s'ajoute aux procédures qui, elles, précédentes, étaient de 24 heures. Alors, le deuxième sujet, le pouvoir exceptionnel du président de la République, avec 3 sous-questions, conditions de mise en œuvre, limite contrôle, et on attendait que vous traitiez chacun de ces 3 sous-points. Il faut voir qu'en situation de crise, on peut renforcer les pouvoirs de l'exécutif. L'état de siège, qui certes n'existe plus, qui consiste à donner des pouvoirs à l'autorité militaire, l'état d'urgence, sécuritaire ou sanitaire, mais aussi les pouvoirs exceptionnels du président de la République. En fait, ce sujet ne renvoie qu'aux pouvoirs exceptionnels du président de la République, qui eux-mêmes sont visés à l'article 16 de la Constitution.
Ces pouvoirs s'inscrivent plus largement dans ses pouvoirs propres, opposition à pouvoir partagé il y a un contre-saint, pouvoir propre, il peut les exercer sans contre-saint. Les pouvoirs propres, c'est par exemple la possibilité pour le président de la République de déclencher un référendum, de dissoudre l'Assemblée nationale, de nommer le Premier ministre, ou encore de saisir le Conseil constitutionnel. Donc il s'agit d'un des pouvoirs propres du président de la République. De quoi s'agit-il? Le président de la République prend les mesures exigées par les circonstances. Alors le texte constitutionnel est lui-même assez bref. En fait, il faut entendre par mesure des mesures d'ordre législatif, c'est-à-dire qu'en méconnaissance de la séparation des pouvoirs, au regard des mesures qui sont prises, le président de la République peut intervenir dans le domaine législatif, mais aussi des mesures d'ordre réglementaire, c'est cette fois-ci sans contre-saint du Premier ministre et des ministres. Ces mesures trouvent des origines historiques et un certain contexte. Le président Albert Lebrun, en 1940, n'avait pas les possibilités de s'opposer à l'armistice. Général de Gaulle en était particulièrement marqué. Il a souhaité, lorsqu'il arrivait au pouvoir y remédier par des dispositifs d'exception. C'était aussi 1958, le contexte de la guerre d'Algérie, qui pouvait justifier et qui d'ailleurs justifiera le recours, le seul à ce jour, au dispositif de l'article 16. Là, donc, vous voyez, sur les sujets conditions de mise en œuvre, limites et contrôle, j'ai proposé déjà de dire les mesures exigées par les circonstances. De fait, dans le texte constitutionnel, ce sont des éléments qui apparaissent dans les conditions de mise en œuvre. Ces conditions sont de deux ordres, des conditions de fond et des conditions de forme. Les conditions de fond, il s'agit que les institutions de la République, l'indépendance de la nation, l'intégrité de ses territoires ou les engagements internationaux de la France sont menacés d'une manière grave et immédiate. Donc des menaces sur la République, la nation, l'intégrité du territoire, l'exécution des engagements internationaux. Je vous précise tout de suite, pour rassurer la plupart des candidats, que très peu de candidats arrivent à donner l'ensemble de ces éléments. Souvent, ils parlent de menaces sur les institutions, sur le territoire, sur la nation. Les engagements internationaux sont plus méconnus, mais ils méritent d'être signalés. Parce que la France, dans pas des engagements européens internationaux qu'on ne peut plus ignorer. Et deuxième condition, le fonctionnement régulier des pouvoirs publics constitutionnels est interrompu. Alors ça, c'est extrêmement important parce que typiquement, c'est une situation, par exemple, de tentative de coup d'État où on ne peut plus voir fonctionner normalement, par exemple, le Parlement qui serait occupé et qui justifierait donc des mises en œuvre de pouvoirs exceptionnels. Donc ce fonctionnement régulier est aussi important comme condition de fond qu'une situation qui menace les institutions de la République, l'intégrité du territoire, l'indépendance de la nation ou les engagements internationaux. Les conditions de forme, ce sont un certain nombre de consultations. Consultation ne veut pas dire une obligation de suivre, mais en tout cas, le président de la République doit consulter le Premier ministre, les présidents des deux assemblées, Assemblée nationale et Sénat, et le président du Conseil constitutionnel. Et enfin, il informe la nation par un message. Notons qu'ici, le texte n'est pas explicite. On peut imaginer qu'au début, c'était plutôt la radio, et de fait, ce sera aujourd'hui un message télévisé. Mais on peut aussi envisager d'autres moyens, une adresse, par exemple, à la presse, mais enfin, en cas d'urgence, dans la publication, on pourrait s'étonner de moyens qui soient moins rapides. On pourrait aussi aujourd'hui envisager des moyens Internet. Les limites, il y a un certain nombre de mesures qui ne peuvent pas être prises. Le président de la République ne peut pas dissoudre l'Assemblée nationale, ne peut pas engager ou poursuivre une révision de la Constitution. Et par ailleurs, il ne faut oublier que ces mesures ont pour but de rétablir une légalité qui est menacée par la situation. Il s'agit de permettre dans les moindres délais au pouvoir public constitutionnel d'accomplir leur mission. Et d'ailleurs, le Conseil constitutionnel est consulté sur chacune des mesures prises, même si ces avis ne sont pas publics. Autre limite, le président, il n'agit pas seul, le Parlement se réunit de plein droit, c'est-à-dire qu'il y a une possibilité de contrôle parlementaire. Alors certes, le Parlement ne peut pas, dans les nations de la Ve République, renverser le chef d'État, mais il pourrait renverser le gouvernement. Et de fait, un certain contrôle s'exerce, un contrôle politique. Je parlais de la réunion du Parlement de plein droit, là on est typiquement sur un élément qu'on peut faire figurer à l'un ou l'autre point de la copie. Peu importe, le tout c'est que ça figure, mais aussi un contrôle politique où on peut envisager que le Parlement, réuni en haute cour, destituerait le président pour des manquements à l'exercice de ses fonctions, ce qu'on a appelé notamment les cas de haute trahison, c'est l'article 68 de la Constitution. Mais par ailleurs, un certain nombre de contrôles s'exerce au plan juridictionnel, c'est déjà un contrôle du Conseil constitutionnel. Ce contrôle a été renforcé par la révision constitutionnelle du 23 juillet 2008. C'est un contrôle facultatif après 30 jours, c'est-à-dire sur saisine des autorités pouvant saisir le Conseil constitutionnel, donc notamment 60 députés et 60 sénateurs, ou de plein droit après 60 jours. Et ce contrôle porte sur les conditions de fond du recours à l'article 16. Est-ce que l'interruption du fonctionnement régulier des pouvoirs publics, d'une part, et d'autre part, le fait que l'indépendance de la nation, l'intégrité du territoire, les engagements internationaux sont interrompus, est-ce que ces conditions sont toujours réunies ?
En conclusion, on pourrait dire que c'est un article qui a été controversé. C'était un des articles qui a concentré beaucoup de critiques lors de l'adoption de la Constitution en 1958, mais qui de fait n'a fait l'objet que d'une seule application. C'est en 1961, après le putsch des généraux d'Alger, dans le contexte de la guerre d'Algérie. Une application du 23 avril au 29 septembre, qui toutefois a été longue, ce qui justifie aujourd'hui aussi pourquoi on encadre la durée de la mise en œuvre. En pratique, on en parlait en introduction, mais vous pouvez le mettre en conclusion, ce sont d'autres mesures, notamment l'état d'urgence sanitaire ou sécuritaire, qui est plus fréquent, qui ont concurrencé ces pratiques, mais qui correspondent, ces états d'urgence, à un renforcement des pouvoirs du gouvernement et donc pas du président de la République. Sur les pouvoirs exceptionnels du président de la République, on fait bien référence à l'article 16 de la Constitution. Vous auriez pu, pour ceux qui le savent, faire du droit comparé avec, par exemple, d'autres pays ou du droit comparé historique. J'ai préféré l'aspect historique français qui est plus naturel et qui est moins juridique que du droit international public comparé. Le troisième sujet était noté avec un peu moins de points. Bon, souvent c'est 3 questions qu'on a à peu près autant. Les symboles associés à l'Union européenne. Là, on rentre dans la catégorie des sujets d'actualité européenne et internationaux. Alors, le mot de symbole associé a tout son sens. En effet, les symboles ne figurent pas dans les traités. Avoir des symboles comme une devise ou un drapeau, c'est un symbole d'une construction étatique et probablement qu'il y a volonté dans ceux qui sont à l'origine des textes européens de ne pas précipiter le procédure de construction d'un État supranational. Toutefois, ces symboles ont été visés par une déclaration qui était annexée au traité de Lisbonne en 2007, c'était la déclaration numéro 52, par 16 pays, dont la France, qui ont affirmé leur attachement à ces symboles. Ces symboles, il y en a 4, et on peut même en rajouter un 5e. Un drapeau. Le drapeau européen est composé de 12 étoiles jaunes à 5 branches, disposées en cercle, équidistantes, qui sont donc à des étoiles qui sont droites, qui fondent ce qu'on appelle un fond azur. Le fond azur, en fait, c'est un fond bleu. Alors, c'est le drapeau du Conseil de l'Europe depuis 1955, ça devient le drapeau officiel des nations européennes depuis 1986. On notera que s'il y avait 12 étoiles correspondant aux 12 États membres, ce nombre est invariable, il est symbole de complétude, et la disposition des étoiles permet d'exprimer l'unité et l'harmonie. S'il y a un point qu'on attendait dans le sujet, c'était quand même l'évocation du drapeau européen et sa description. L'hymne européen, c'est l'Ode à la joie, c'est un texte sans paroles, ce qui évite déjà d'avoir à choisir quelle langue aurait dû être choisie. Ça correspond au prélude du dernier mouvement de la 9e symphonie de Beethoven. C'était déjà l'hymne du Conseil d'Europe depuis 1972. Il prend un caractère officiel pour l'institution communautaire. Depuis 1985, il insiste sur la fraternité entre les hommes. La devise de l'Union européenne est plus récente, c'est unie dans la diversité, unie avec un E, c'est l'Europe qui est unie. C'est une devise qui a été adoptée depuis 2000 à la suite d'un concours qui était organisé par le Mémorial de Caen en 1999. Enfin, un drapeau, un hymne, une devise, il y a également une journée de l'Europe, ce sera un peu la fête nationale, pourrait-on dire, si on prend pour un État. C'est le 9 mai et ça commémore la déclaration de Robert Schuman en 1950 qui appelait à la mise en œuvre en commun des moyens du charbon et de l'acier, donc les deux industries qui étaient à la base de l'industrie d'armement et qui sont à la base de la Communauté européenne du charbon et de l'acier, la première institution européenne supranationale, la CECA, créée en 1951. La journée de l'Europe date de 1985. Enfin, je vous le signalais, on pourra ajouter parmi ces institutions l'euro, qui montre en quelque sorte la construction européenne concrète avec un acte de souveraineté. C'était la monnaie unique de 11 États depuis 1999, de 20 États depuis 2023. On n'attendait pas forcément que vous évoquiez l'euro. Toutefois, notamment pour des candidats qui auraient pu oublier certains des symboles, c'était une manière, j'ai envie de dire, de compléter utilement et de montrer leur connaissance du sujet. Voilà ce que je pouvais vous dire brièvement. Vous le voyez, ce sont des sujets qui certes nécessitent des connaissances techniques, mais si vous n'avez pas, je vous invite à obtenir vos différentes connaissances, de contextualiser typiquement la lutte contre le terrorisme. Vous pouviez revenir sur l'aspect, la composante, la propagation par Internet, et même si vous ne savez pas, savoir que certains contenus peuvent être interdits, certains sites bloqués et des déréférencements sont des choses qui, à mon avis, pouvaient venir assez naturellement. Les symboles de l'Union européenne, pensez qu'une journée de l'Europe, pensez symbole d'un État, un drapeau, même si vous ne les citez pas, le drapeau, on peut penser qu'il est connu, il apparaît quand même souvent, la devise elle est probablement légèrement moins connue, et quant au pouvoir propre du président de la République, c'est vrai que là, ça nécessitait une certaine connaissance. En l'absence de données précises,
je reconnais que c'était effectivement difficile de penser à l'article 16 de la Constitution. Voilà ce que je pouvais vous dire, et je vous souhaite bon courage et bonne chance pour le concours. Au revoir.